comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur Finalement, c'est pas le temps qui nous... Voilà, et ni l'emplacement. On avait demandé un autre emplacement, place du 8 septembre. Bon, on s'y est pris un peu tard, on a été remis ici. Le principe de cette action, qui est assez simple, on vous expliquera après ce qu'il en est au niveau national, mais on vous interpelle au travers de ces pancartes qui nous disent bien ce que ça veut dire. Finalement, quand on travaille dans la santé, eh bien, est-ce qu'on doit continuer de se taire ou se tirer, finalement? Parce qu'on a le vague à l'âme. De ce côté-là, bien sûr, on veut soigner, mais on voit bien aussi que quand on soigne, eh bien, on saigne. Hein, on a fait des choses avec des gouttes de sang. Et puis, quand on soigne, on a l'image qu'on suture. Bah, à force de suturer, on en arrive à saturer. On vous interpelle, vous, la population, les usagers, c'est le principe de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et finalement, ben, quand on soigne, on aime les personnes. On ne peut pas être dans un service de soins sans avoir de l'empathie pour les gens qui sont en difficulté. Donc on voit bien que cette main qu'on serre, on aime les gens, et finalement, si on change les lettres, ça veut dire qu'on trime. Et on voit bien que les mains changent d'attitude. Et aujourd'hui, la santé, c'est ça. C'est que pour rendre en charge correctement les gens, eh bien, on trime. Et on en a assez, je vous le dis, c'est ça un peu le thème de cette journée, qu'on fasse appel à notre empathie, à notre bienveillance, depuis tant d'années, pour continuer de soigner les gens. On en a assez d'entendre ces discours moralisateurs, paternalistes, de nos directions, qui nous disent « Oui, bah allez, il faut continuer, ça va passer le cap, puis après ça ira mieux. » Mais non, ça fait tellement de temps, on voit bien que ça ne va pas mieux. Et les gens s'en vont. Bien sûr, on pense de tout ça, on réfléchit, et on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense. À force de penser, on pense. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre de l'autre côté? Eh bien oui, ici, hélas, parce que où on est, et ici, on est las, là, de notre condition de travail. Et finalement, on se tue à la tâche de notre travail et à la tâche de nos services. Et puis on a une dernière qui, je trouve, est assez rigolote, mais qui nous interpelle. On est devant la mairie. C'est là où on marie les gens. Veux-tu m'épouser? Eh bien, avec changeant quelques lettres. Veux-tu m'épuiser? L'hôpital nous épuise. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est qu'il y a des personnels qui sont en arrêt de travail, comme jamais ça s'est produit. Et aujourd'hui, l'hôpital a du mal de tourner. Alors, même plus que du mal de tourner. Voilà. Donc nous sommes en difficulté à l'hôpital, mais c'est dans la fonction publique, dans tous les organismes de santé. On va vous parler aussi du département, ce qui se passe à Mout, ce qui se passe à Morteau, ce qui se passe à Pontarlier, à Baume-les-Dames, à Ornans, au Tilleroy, dans les EHPAD, en psychiatrie, peut-être que quelqu'un viendra nous dire un petit peu ce qui se passe aussi. Et on aura fait le tour de l'état des lieux de la santé publique aujourd'hui dans notre département et aussi dans notre pays. Et on vous interpelle. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on laisse comme ça les choses aller? Est-ce que bientôt on ne pourra plus vous soigner? Est-ce qu'on pourra plus se faire prendre en charge? C'est ça le dilemme. Hein. C'est clairement ça. Et c'est pas dans 10 ans. Hein. C'est dans 6 mois. C'est peut-être même avant. C'est maintenant. C'est maintenant déjà. Et c'est peut-être dans 2 mois. S'il y a une petite vague qui arrive, l'hôpital il est déjà plein là. On ne peut plus mettre personne dans les hôpitaux. On reste 20 heures, 30 heures aux urgences, sur un brancard avant d'être pris en charge. Voilà la question qu'on vous pose. Donc, les 2 questions qu'on vous pose, pour vous la santé c'est quoi? La santé c'est quoi? Et puis la deuxième question, l'hôpital, finalement, qui est l'organisme, on va dire un petit peu central, la vitrine de cette santé publique, eh bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc vous pouvez répondre sur ces petits bulletins et puis les accrocher sur le fil et puis on en fera un débriefing tout à l'heure. Ok? Moi je voudrais dire, sur le plan national, il semble qu'il y ait 15 000 salariés qui soient suspendus. Donc, moi je propose qu'il y ait une solidarité entre les gens suspendus et puis les gens qui bossent et qui n'y arrivent plus. Et qui sont les gens qui bossent pas et qui sont en attente,
sont vraiment dans une grande difficulté financière et autres. Donc moi je propose que le personnel soignant actuel, enfin les salariés de l'hôpital en général, soient solidaires des autres et qui voient les mesures à mettre en œuvre pour obliger aussi les administrations à faire quelque chose. Il est remarquable qu'en Guadeloupe, pour l'instant, les non-vaccinés travaillent jusqu'à fin décembre, je crois, et sont payés, sont rémunérés. Donc voilà, quand la population, quand les gens se lèvent, bougent, il y a des résultats. Voilà. L'horreur à l'hôpital, hein. Bah oui. Voilà. Et moi je découvre pas, c'est pas une découverte pour moi. Hein. On a bien compris que petit à petit on arrivait à là où on arrive aujourd'hui. On était quand même pas idiots, on a quand même pu se rendre compte, hein, que on allait vers la catastrophe et que là on est dedans, là, ça y est, on est dedans. Et puis ce qui est regrettable, c'est que les gens soient pas solidaires. Les gens, les Bisontins, mais pas que. Mais d'ailleurs, il y a des endroits où ça se bagarre vraiment, hein. On n'est pas, à Besançon, on n'est pas très, voilà, des moments oui, parce que quand même, juillet, août, il y a eu quand même 4000 personnes dans les rues. 4000, c'est pas hein. 4000 personnes juillet, août, même Macron, il a été surpris parce que c'était quand même surprenant. Puis il y a des gens qu'on n'a pas vus du tout. Pendant les 4000, il y avait des gens qui venaient de Morteau, de Montbéliard, il y a des gens... Les Bisontins ne se déplacent pas beaucoup, mais par contre, Morteau, on les voit. Villers-le-Lac, Dole, Dijon, pas Dijon, mais... Montbéliard, voilà, tous ces gens-là viennent, Mèche, ils viennent. Métabier, j'ai discuté aussi avec des gens. Ces gens-là, juillet-août, il y avait 4000 personnes dans la rue juillet-août. Au mois de septembre, c'est fini, voilà. Bon, ben voilà, hein. On n'a pas entendu parler. Les syndicats, on ne les a pas vus beaucoup, hein. C'est dommage, regrettable, parce que moi j'aurais bien aimé quand même, j'aurais bien aimé les voir, moi, les syndicats, mais on les a pas vus, hein. Et puis il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que les vaccins, c'est quand même une catastrophe. On va en parler aussi des vaccins, parce qu'on n'en parle pas là. Mais c'est peut-être le moment d'en parler, les vaccins. Et puis je viens de voir ce matin sur Telegram, il y a le recteur qui a fait une sommation explicative, hein, et il a 24 heures ou 48 heures pour répondre. C'est un huissier qui est allé au rectorat déposer la plainte de plein de gens. Hein, on n'est pas sur l'hôpital là. Oui, non, mais on peut parler de l'actualité parce que on est malgré tout en grande détresse à l'hôpital. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un peu ce qu'on veut mettre encore plus en avant. Oui, mais moi je parle aussi de ce qui se passe ailleurs. Parce que finalement, c'est tout le même topo. On est bien d'accord. Hein. Pour le moment, quand même, les vaccins, c'est quand même une catastrophe. Personne n'en parle. C'est regrettable parce que moi j'aurais bien aimé qu'on en parle des vaccins. Hein. Et puis des catastrophes que ça pose et des morts que ça fait. Personne n'en parle ça, hein, par exemple. Bon ben c'est regrettable, voilà. Ah, merci à toi. Je voudrais établir un parallèle entre la COP26 qui s'est passée dernièrement et l'hôpital. On s'est aperçu qu'à la COP26, la personne qui a fait le rapport a commencé sa phrase par « Je m'excuse ». Je m'excuse de quoi? Je m'excuse de la pauvreté des résultats. L'hôpital, c'est pareil, tout semble tendre à une privatisation de tous les services publics, ce qui va pénaliser bien évidemment les plus faibles revenus. Bonjour, pour faire lien avec ce que vient de dire Claude, effectivement, hier j'ai été très surprise sur les chaînes d'infos en continu d'entendre clairement parler de la nécessité de privatisation de la santé, puisque ça ne fonctionnait pas. Hein. Il faut quand même que vous sachiez que privatisation de la santé, ça veut dire santé à l'anglo-saxonne. Ça veut dire, nous avons 2 cliniques ici qui ont été rachetées par un groupe qui est lié à des fonds d'investissement. Donc c'est déjà commencé chez nous
Bien sûr, ces cliniques étaient privées, mais elles étaient mutuelles, donc quand même, elles avaient le souci de l'intérêt général. Actuellement, c'est plus le cas. Donc c'est déjà commencé à Besançon et dans la région, puisqu'il y a une clinique à Dole et il y a une clinique à Lyon, et je crois qu'il y a une clinique à Pontarlier qui est de ce groupe-là. Donc il ne faut pas se leurrer, hein, le but c'est la privatisation. Donc moi je voulais vous parler en fait de la psychiatrie, parce que la psychiatrie, si l'hôpital général est en état de déliquescence, la psychiatrie a toujours été le médecin pauvre de la santé. Et la santé mentale et la psychiatrie sont dans un état catastrophique. En fait, il y a plus de services ambulatoires, ce qui fait que quand les patients sortent de l'hôpital, ils ne sont pas suivis. Je suis psychologue, moi, et avant, je suivais des patients à l'extérieur, lorsqu'ils sortaient, pour les accompagner dans leur suivi psy. Ça n'existe plus. Les finances de l'hôpital sont de plus en plus en dégringolade. Jusqu'à maintenant, il y avait encore ce qu'on appelle une dotation globale, mais ils sont en train de prévoir de faire la même chose qu'à l'hôpital public, enfin l'hôpital général, c'est-à-dire le tarif à l'activité, ce qui fait qu'il va y avoir une dégringolade encore de l'hôpital, qui n'est plus l'hôpital psychiatrique d'ailleurs, qui maintenant est un centre de soins, hein, pour bien signifier que c'est sur le même plan que les autres. Donc maintenant, il y a 1 an d'attente pour des patients pour pouvoir avoir un premier rendez-vous, alors que la demande explose. Il y a quand même 15% d'état dépressif, 23% de signes d'état anxieux et 10% de pensées suicidaires. Chez les enfants, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que les enfants, il y a 20% de dépression chez les enfants, liée bien entendu à ce que vient de dire notre camarade, c'est-à-dire la crise sanitaire qui a mis les enfants dans un état lamentable. Donc moi je crois aussi qu'il faut qu'on se demande tous comment on peut faire pression pour que le personnel aussi en psychiatrie, il y a un manque criant de personnel, donc plus de médication, plus de contention, moins de thérapie. C'est ce qu'ont dénoncé tous les psys qui ont participé aux assises de la santé mentale et de la psychiatrie les 27 et 28 septembre 2021. C'est bien beau de crier que tout va mal, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on est peut-être là aussi pour essayer de trouver des idées sur comment faire pour qu'on arrête de privatiser notre santé et finalement de rendre le personnel complètement fou. Soit il démissionne, soit il est en burn-out, soit il se suicide. Alors c'est quand même une catastrophe. Bonjour, alors j'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, donc vous excuserez ma voix un peu chevrotante peut-être. Je vais m'exprimer en tant que citoyen principalement parce que c'est d'abord là que je veux me placer. Mais je connais très bien l'hôpital. Je le défends et j'en suis fier parce que j'ai grandi. Moi ce que je crains, en fait, voilà, on voit des manœuvres actuelles qui visent effectivement à la privatisation de la santé. Si on allait, voilà, moi je vais décrire peut-être une situation catastrophique. Si on allait sur cette privatisation complète de la santé aujourd'hui, à mon sens, et certains gouvernants l'expriment, disent qu'on a besoin de 80% de la société pour faire fonctionner l'économie, qu'on peut laisser de côté 20% des gens, c'est pas grave. Pourquoi pas? Je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort, j'ai un avis personnel là-dessus, mais je ne peux pas dire que j'ai forcément raison. Donc allons-y, privatisons l'hôpital. Privatisons l'hôpital, pour la plupart d'entre nous qui travaillons, on s'en sortira. On pourra se payer le budget privé, qui nous permettra d'accéder aux soins de santé, pas de souci. Les 20% qui restent, c'est qui? Les 20% qui restent, pour moi, ce que j'en ai réfléchi, c'est les gens qui sont à l'AME, les gens qui sont à la CMU, les gens qui sont au RSA, les bas salaires, les chômeurs. Les précaires. Voilà, vous avez dit le mot, je ne l'avais pas. Ces précaires, laissons-les de côté. Nous aurons nos soins, notre accès aux soins d'urgence, notre accès aux soins de santé, qui seront pilotés par les groupes privés, par les actionnaires. Alors au début, ça va être assez simple, hein. On va rentrer dans un système où les médecins, les infirmiers rentreront dans un système privé et feront leur travail de soignants. Mais par contre, quand ces gens, à la CMU, à l'AME, ces précaires, vont venir toquer à la porte des hôpitaux privés, des cliniques, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les actionnaires vont dire au départ? Ah, faut qu'on reste vertueux, faisons attention.
ne heurtons pas la société, on les laisse rentrer. Ça sera la première assemblée générale du groupe. Deuxième assemblée générale du groupe, ça nous a coûté combien cette année de payer pour les pauvres, pour les précaires? Un peu trop. On enlève qui en premier? L'AME, la CMU, le RSA, le chômeur. Et puis, petit à petit, il ne faut pas se leurrer, les actionnaires, parce que l'idée c'est quand même de vivre sur de l'argent, ils vont finir par réussir à convaincre les groupes privés d'arrêter d'accueillir ces gens-là. Alors ces gens-là, ils vont avoir des problèmes de santé, et puis on va les laisser avoir leurs problèmes de santé, se débrouiller avec ça, comme ils pourront. Alors bien sûr, moi je crois aux soignants, et je pense que les soignants seront prêts quand même à s'en occuper à l'encontre de l'actionnariat. On pourra peut-être pas, mais on fera ce qu'on peut. On fera ce qu'on peut, et ce qu'on a toujours fait. On l'a fait pendant la crise sanitaire, on le fera encore parce que, mine de rien, moi je travaille dans l'hôpital public et je travaille tous les jours au quotidien avec des gens qui sont des aidants, des soignants, qui aiment le soin et qui ne sont pas là pour l'argent. Même si on a tous besoin d'avoir un salaire à la fin du mois puis de pouvoir nourrir sa famille. Donc voilà, ces gens, c'est 100 ans, comme disait le président Hollande. Ces 100 ans seront donc les oubliés. Mais par contre, les oubliés, à un moment, ils vont ressurgir. Parce que 20% de la population, à l'échelle de notre pays, c'est, je sais pas, je suis pas très beau, je suis assez bon en maths, mais là, je n'arriverai pas forcément à calculer, 15 millions de personnes, disons. Est-ce qu'on est prêt à voir 15 millions de personnes mourir à petit feu de maladies qu'on aurait pu soigner, voir leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents mourir à petit feu de maladies qu'on aurait pu soigner? Est-ce que notre société, elle est prête à ça? Au nom du néolibéralisme, puisque c'est un peu ça qui est responsable de cette idée de privatisation de la santé. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je crains en fait une situation un peu violente. Ces 15 millions de personnes, quand ils vont tomber sur... Alors, ils vont tomber dans un coin de la rue, vous serez en train de vous promener, peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 20 ans, peut-être que je ne connaîtrai pas ça, peut-être que ce ne sera pas de mon vivant, ce sera peut-être du vivant de mes enfants. C'est ça qui m'inquiète. Faut pas se leurrer, la violence qui va se créer autour de ça, ça sera... Ils auront plus que leurs dents, ces 100 dents. Et puis quand ils attaqueront la carotide des plus forts, des plus riches, qui eux pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils sont riches, là ça sera une violence qui sera bien différente. Et que je pense qu'il faut qu'on lutte pour pas que cette violence s'installe. Et que pour lutter pour pas que cette violence s'installe, il faut redonner à l'hôpital public son côté public, qui s'adresse à tout le monde. Il faut redonner aux soignants l'envie d'être des soignants pour tout le monde et pas pour ceux qui ont de l'argent. Quand on fait le serment d'Hippocrate comme je l'ai fait, on le fait en revendiquant quand même certaines choses et donc surtout de s'occuper de tout le monde de la même manière et sans distinction de race, de religion, d'état social, de niveau social. Et ça, il faut qu'on le rappelle à tout le monde. Chez les médecins, c'est difficile de se mobiliser parce qu'on ne nous donne pas les bonnes clés, je pense. Pendant nos études de médecine, et au-delà des études de médecine, on ne nous donne pas forcément les bonnes clés pour comprendre cette articulation de la société. Mais on n'est pas plus bête que les autres, et puis on est capable de le comprendre. Donc mobiliser les médecins, c'est compliqué. Mobiliser les soignants, on y arrive aussi. C'est compliqué, mais on peut arriver aussi à mobiliser les gens qui sont ceux qui ont envie de soigner, et les médecins en font partie, tout comme le reste des soignants. Bon, il est 13h. 13h, c'était l'appel initial qui avait été déposé par un collectif d'usagers de Mayenne, au nord de la Mayenne. Je ne sais pas, vous savez où est la Mayenne, hein? C'est vraiment... Et dans le nord de la Mayenne, je ne sais même pas ce qu'il y a. Le nord. En tout cas, dans le nord de la Mayenne, il y a des gens qui se sont regroupés et qui ont dit non, c'est pas possible. La situation chez nous, quand on veut trouver un médecin traitant, on a du mal. Quand on veut un spécialiste, c'est la catastrophe. Et quand on a un infarctus, quand on a un AVC, on va à l'hôpital. Mais l'hôpital, il faut y aller, enfin, il faut mieux faire son infarctus et son AVC entre 8h du matin et 19h le soir. Parce qu'après, c'est fermé. C'est ça la situation. En France, un petit peu partout, c'est comme ça. Et donc les gens, ils ont dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Et nous, le 4 décembre à 13h, on va faire quelque chose. Ce sont des usagers, des familles, des gens comme des usagers de la santé. Et puis cette mobilisation, elle a fait tache d'huile auprès de tous les collectifs d'usagers de France, qui sont regroupés dans la coordination nationale des hôpitaux et des maternités de proximité. Et donc, ça a fait tache d'huile, et il y a même un appel à manifester à 13h aujourd'hui à Paris. Il y a du monde et on va en entendre parler.
Et donc nous, à Besançon, c'est pas possible. On ne pouvait pas ne pas en être. Parce que notre département, comme notre CHU, eh bien, il a les mêmes caractéristiques que ce qui se passe en Mayenne. Et si on n'y prend pas garde, ça va nous tomber dessus aussi et de façon très forte. Je vous décris la situation du département. À Mout et à Morteau, il y a des hôpitaux. Ces hôpitaux, ils n'acceptent plus personne. Ils ont fermé des lits, ils ont fermé même des services. Et là, la question qui est posée sur la table, c'est de dire on va fermer l'établissement à Mout et à Morteau. Et puis il y a d'autres établissements, comme à Ornans, à Baume-les-Dames. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Et puis au Tilleroy. Donc ils ferment des lits aussi, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Ils ferment donc des services, et ils sont en grande difficulté. Et puis on a l'hôpital de Trévenans, dans le Nord-Franche-Comté. Ils ont fait un truc de dingue, un super bâtiment qui coûte une blinde. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le bâtiment est super, les peintures sont neuves, les lits sont électriques, ils montent tout seuls, sauf qu'il n'y a personne pour faire monter les lits électriques qui montent tout seuls. Et donc, c'est aussi là une pénurie. Et à Trévenans, c'est une pénurie médicale surtout. Enfin, paramédicale, mais médicale. Il manque de médecins à Trévenans. Et c'est Nord-Franche-Comté, c'est tout près de Mulhouse, Colmar, vous avez vu, Strasbourg, c'est là où il y a des plans blancs qui sont déclenchés, c'est là où la catastrophe arrive, et donc ça va arriver chez nous aussi. Parce que même si on est en ville, à Besançon, et quand on va à Châteaufarine faire ses courses, on passe devant le gros bâtiment de l'hôpital, on se dit, oh ben nous, il ne peut rien nous arriver. C'est ça qu'on veut vous interpeller aussi, la population byzantine. Il ne peut rien nous arriver, nous on est à Besançon, on a le CHU qui est tout près. On va aux urgences, il y a toujours quelqu'un. Oui, il y a toujours quelqu'un, 24 sur 24. Oui, il y a des gens qui s'occupent de nous. Mais si vous allez aux urgences aujourd'hui, vous allez rester 10, 15, 20 heures sur un brancard. Vous aurez les fesses un petit peu rouges au bout d'un moment. Vous aurez du mal à aller boire un coup. Vous aurez du mal à aller pisser. Et puis c'est ça, on va attendre beaucoup pour que vous ayez une place. C'est ça que vous voulez? Nous, c'est ça qu'on vient vous dire. On ne vient pas finalement vous faire la morale. Hein. On vient vous dire que si on ne fait rien, et c'est pas dans 2 ans, dans 10 ans. Non, c'est dans 6 mois, c'est peut-être dans 2 mois que ce sera une vraie difficulté pour trouver un lit, pour se faire soigner. On en est là aujourd'hui, c'est à Besançon, c'est dans le Doubs, mais c'est aussi en France. Et aujourd'hui, cette journée du 4 décembre, elle doit marquer finalement une prise de conscience des gens. Et c'est la raison pour laquelle on vous interpelle, vous la population, en vous disant quelle santé vous voulez pour demain. Est-ce que vous voulez pouvoir être pris en charge de manière, comme tu l'as dit tout à l'heure, gratuite, quel que soit ton statut social, quelle que soit ta provenance, ta couleur de peau, tu viens à l'hôpital, tu es pris en charge. C'est ça le principe. Ou est-ce qu'il va falloir, comme aux États-Unis, quand on arrive dans un hôpital aux États-Unis, on nous demande, avant de savoir si on va bien, donne-moi ta carte bleue, donne-moi ta carte verte, donne-moi tes cartes, et puis suivant tes cartes et l'établissement dans lequel je suis, je te dirai si je peux te prendre en charge ou si je te dis d'aller, par exemple, dans un autre hôpital. C'est ça qui peut se passer chez nous, et c'est ça sur lequel, enfin, ce sont des sujets sur lesquels on veut vous interpeller, vous, la population. En tout cas, nous, dans les hôpitaux, la problématique, c'est le Covid. Oui, ça fait 2 ans qu'on en parle, 2 ans qu'on en bouffe, ça revient, ok. Mais c'est pas ça le sujet du jour. Parce que même sans le Covid, c'est le bordel. On n'y arrive plus. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Donc le Covid, ça vient rajouter des couches sur un établissement, sur des établissements dont le fonctionnement, la structure de fonctionnement de nos établissements ne correspond plus à ce qu'on doit faire. On a des missions à remplir. Eh bien, on n'arrive plus à les remplir aujourd'hui. Il manque de médecins, il manque de soignants. Et donc, il faut maintenant, en face de ces problématiques, planifier quelque chose pour que nous, qui travaillons dans les services, on ait une petite lueur d'espoir au bout du tunnel. Qu'on nous dise, on va embaucher 100 000 infirmiers dans 5 ans, dans 6 ans, on va ouvrir les portes des formations, on va mieux les payer pour que les soignants, quand ils arrivent au travail, ils restent au travail. Ils ne s'en vont pas dans la première année à laquelle ils viennent. Sur les 100 infirmiers qui sont venus en 2020, il y en a le double de d'habitude qui sont partis. Il y en a 30% qui sont partis dès la première année. Et quand je vous dis dans la première année, je suis très gentil. Parce que souvent, ils arrivent en mois d'août. Et donc là, je vous parle des chiffres 31 décembre 2020. Il y en avait 30% qui sont partis. Pratiquement, il y en a qui sont restés 6 mois. Ça, quand même, ça interpelle. Alors, on peut dire, comme le disent nos directions, oui, mais c'est la nouvelle mentalité des jeunes de maintenant. Ils n'arrivent pas
à rester comme ça dans un établissement, ou alors ils nous disent maintenant ils n'ont plus l'esprit de santé publique. Nous, vous savez, on avait vraiment l'esprit de, je ne sais pas trop où on l'avait, mais non, c'est comme ça, de toute façon il faudra faire avec. Donc il nous faut vraiment un plan posé sur la table. Dans 6 mois, dans 4 mois, je crois, il y a les élections présidentielles. Il faut que le sujet de la santé, il soit au-dessus de la pile, et il faut que nous, c'est ce qu'on demande, qu'il soit au-dessus de la pile avec un plan cohérent pour que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde reparte au boulot avec une lumière d'espoir au bout du tunnel. On vous souhaite une bonne journée, continuez à participer, tout ça, et le micro est à vous. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'accueil, de la façon dont c'est fait aux États-Unis. Alors je ne connais pas très bien, mais par contre je vois des choses passer actuellement sur des patients qui vont se présenter auprès d'un médecin, et un médecin libéral, et qui amène le devis à leur mutuelle. Et certaines mutuelles, je n'ai pas les noms de la mutuelle en question, se permettent de dire aux patients en fait, on n'aime pas trop le devis, donc il faudrait que vous alliez voir d'autres médecins pour avoir un devis un peu plus bas, parce que nous, sinon, on ne vous remboursera pas sur ce tarif-là. Première chose. Après, revenons sur les jeunes. Moi, j'ai un grand espoir, je suis encore jeune. J'ai pas encore 40 ans. Et bon, c'est dans pas longtemps. Moi, je suis rentré dans le soin. Alors voilà, je vais te faire ma biographie, mais petit à petit, parce que je suis rentré en fac de médecine pour faire de la recherche. Au départ, je voulais faire de la virologie. Sujet intéressant en ce moment. Et puis en fait, à l'hôpital, il m'a convaincu que en fait, je voulais faire du soin auprès des patients. En gros, les urgences tubes ASC, ça ne m'intéressait plus. Donc c'est ça qui m'a fait grandir, c'est l'école de médecine en France. Et moi, je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup d'espoir à mettre dans l'école de médecine en France, parce que c'est une belle école. Et puis on va dériver un peu sur l'urgence et la permanence des soins. Aujourd'hui, un médecin qui fait de la permanence des soins, au meilleur de sa carrière, il peut espérer pour une nuit de travail de 14 heures, donc la permanence de 18h à 8h du matin, il peut espérer toucher brut avant imposition, enfin brut tout court avant imposition et charges, etc., toucher 65 € de l'heure. C'est un bon salaire, hein. Ne nous l'aurons pas par rapport à l'ensemble de la population, c'est un bon salaire. Mais il est très inégalitaire par rapport à un médecin. Donc voilà, disons, médecin, fin de carrière, 65 ans, va toucher, s'il fait des gardes, 67 €. Médecin, dans le privé, dans sa journée, son quotidien, médecin dans son cabinet, qui fait une consultation bien menée, ça prend un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il demande un chèque de 50 €. Et puis donc il en fait 4, donc il a touché 200 €. Là-dessus, il va payer des charges, et c'est normal. Disons qu'il paye 50 à 60% de charges, il lui reste aux alentours de 100 € net après imposition. Moi, je vous ai parlé de mon brut avant imposition, 65 € pour un médecin en fin de carrière. Donc net avant imposition, ce médecin il touche 100 €. Nous, si j'enlève les charges pour un médecin du public, il va lui rester 50 €. Donc cette différence aussi, elle fait fuir les jeunes médecins. Parce qu'ils voient que, d'autant qu'en plus, il a été prouvé dans de nombreuses études que la permanence des soins tue. Un médecin qui fait de la permanence des soins, il perd en espérance de vie. Il va mourir plus jeune. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment, se dire que mourir plus jeune, pourquoi pas? Pour avoir fait un métier passion. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, est-ce qu'on n'augmenterait pas un peu la permanence des soins pour que le peu de temps libre qu'on a, on puisse dépenser effectivement de l'argent à profiter de notre vie aussi, en dehors de notre vie de médecin, à notre vie de citoyen? Ou alors, est-ce qu'on... Allez, mettons sur la table un grand sujet. La pénibilité. La pénibilité, c'est quelque chose qui a été mis en exergue dans les années 2000 par les syndicats et qui ne touche que le service privé. Au départ, ça a été fait pour les agriculteurs.
Alors je vous dis clairement, moi j'ai mis les mains dans l'agriculture en étant jeune. Je suis allé faire le tabac en Suisse, je suis allé faire les patates, je suis allé faire un peu de viticulture. Et puis donc je sais ce que c'est que de trimer un peu dans les champs. Après, on a étendu la pénibilité aux personnes qui travaillent dans des... On a donné 12 critères de pénibilité qui permettent aux gens de gagner un peu de temps sur leur vie, je vais aller plus vite, de gagner un peu de temps sur leur fin de vie, partir plutôt à la retraite. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'un système aussi vertueux qui s'adresse exclusivement au secteur privé, on ne pourrait pas l'appliquer aussi aux gens qui travaillent de nuit à l'hôpital, aux gens qui travaillent en garde, aux gens qui ont des travails alternés, qui sont des facteurs de pénibilité qui sont reconnus et qui permettraient à ces gens-là, à un moment de prétendre une retraite un peu plus précoce, pour leur permettre de mourir peut-être plus jeunes, mais en ayant eu une retraite à peu près équivalente au reste de la société. Voilà, deux petits sujets en passant. Bien sûr, on peut dire que c'est l'hôpital qui est touché pour l'instant, c'est pas bien grave. Sauf qu'il y a quelques années de ça, il y avait 2 postes du côté de Montferrand-le-Château, il n'y en a plus qu'une. Et il y en a une qui est sous la sellette. Il y avait une trésorerie qui était à Saint-Vite, qui permettait aux personnes âgées de venir régler leurs impôts. Maintenant, elle est partie, il n'y a plus que celle de Planoise. Ça montre bien la volonté de ce gouvernement de casser le modèle social qui existe chez nous, qui était bien meilleur que tous les autres pays, dans le but de tout privatiser, de filer au privé tout ce qui est rentable, et le peu de choses qui ne seront pas rentables seront laissées à l'hôpital, seront laissées à la poste, seront laissées partout, mais dans des conditions déplorables. Alors effectivement, depuis des années, on veut se paupériser notre population de médecins. Moi, je suis arrivé à l'hôpital il y a 7 ans, après être passé 10 ans dans les Pays de la Loire, donc la Mayenne, ça me cause. Je suis arrivé, on m'a confié un service de consultation, un service d'hospice, et maintenant je suis à 3 services de consultation, Salins, Champagnole, Poligny, et un service d'hospice, parce que bien sûr, on continue à travailler en mettant des couches supplémentaires. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je suis venu ici, je suis représentant régional de l'Union syndicale de la psychiatrie, un syndicat très engagé, qui est présent à Paris aujourd'hui, place de la République, et donc pour témoigner aussi combien cette paupérisation permet dorénavant, et on en a eu l'exemple récemment à Lons-le-Saunier, que les cliniques privées viennent s'emparer du soin psychiatrique. Alors c'est discutable, hein, dans quelles conditions les gens sont accueillis, sont soignés, c'est tout à fait discutable. Les obédiences en psychiatrie, c'est pas le lieu pour en débattre ici aujourd'hui, mais on se rend bien compte que le service rendu n'est pas à la hauteur par les services privés, notamment en psychiatrie. Je ne dis pas que le service public remplit tous les objectifs et répond, mais en tout cas essaye de donner un soin de qualité, et ça c'est l'engagement des équipes qui aussi sont épuisées, s'en vont. Et on a aussi malheureusement, je pense que dans le Doubs c'est pareil, dans le Haut-Doubs, la concurrence de la Suisse, avec des collègues, des gens qui s'en vont, des médecins qui ne sont plus formés, qui sont formés quelque temps et puis qui partent aussi en Suisse pour l'attrait financier. Voilà. Donc c'est pas un bilan particulièrement optimiste que je fais là, mais c'est aussi la réalité de ne pas abandonner les enfants sur le terrain, les adolescents sur le terrain, puisque c'est ma part de boulot. Alors on parle de l'hôpital, moi je tiens aussi à dire combien le médico-social est dévasté actuellement, avec aussi des enfants qui sont en grande souffrance, et puis qu'aucun système médico-social ne tient pour les tenir, et du coup c'est l'hôpital en bout de chaîne qu'ils accueillent pour des durées de séjour quasi infinies. Tout comme certains patients, effectivement, les plus chroniques en psychiatrie, hein, malheureusement. Voilà, je m'arrête là, mais merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis infirmière suspendue et le directeur général de la santé a envoyé un courrier aux médecins pour justement parler des problèmes de la santé, de pénurie au niveau du personnel soignant. Et donc, il demande au personnel soignant de doubler d'efforts. Et il demande aussi aux retraités de venir travailler dans l'hôpital, ainsi que des médecins généralistes qui viennent aider l'hôpital. Et par contre, les infirmières, tout le personnel suspendu, on ne lui demande rien. Donc je trouve ça quand même regrettable.
les personnels suspendus, il faut savoir qu'on les a suspendus parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner. Or, dans les hôpitaux, actuellement, il n'y a pas de personnel suspendu et il y a quand même des contaminations et il y a des clusters. Et donc, tout ça, ça n'a pas de sens. Je veux dire, le personnel, nous, on n'attend qu'une chose, c'est d'aller travailler. Et on a parmi les suspendus, il y a du personnel qui est qualifié, qui attend de travailler. Alors pourquoi on ne nous laisse pas aller travailler? Nous, on demande que ça. Donc c'est grave quand même ce qui se passe. Oui, effectivement, la santé, elle est en danger. L'hôpital est en danger. Et il y a plein de... Les valeurs de l'hôpital, on ne se reconnaît plus là-dedans. Tout est bafoué. Que ce soit le secret médical, que ce soit le droit du patient, que ce soit le consentement libre et éclairé. Et les patients, maintenant, ils sont obligés de donner un pass pour être soignés, sinon ils ne sont pas soignés. Mais où va-t-on? Il faut réagir. Je veux dire, on avait un système de santé qui était parfait, et on est en train de le perdre. Et ça, je veux dire, ça touche les soignants. Évidemment, il y a des burn-out, il y a des pénuries, on va fermer des services, et on ferme des hôpitaux, on réduit les effectifs, et forcément, ça va se répercuter sur la santé des gens. Donc voilà, il faut vraiment réagir pour qu'on retrouve un système de santé avec ses droits de noblesse. Et puis il faut qu'on retrouve un système de santé beaucoup plus humain. Parce que ça aussi, on n'est pas dans la rentabilité, on a quand même affaire à des humains, et on doit rester dans le prendre soin des autres et la bienveillance. Et nous, les suspendus, eh ben, c'est toutes ces valeurs qu'on défend. C'est pas la rentabilité, c'est pas tout ça, c'est justement le prendre soin des autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ah vas-y, excuse-moi. Tu veux continuer? Non, je vais juste continuer un petit peu sur ce que dit ma collègue suspendue. Le dimanche 12, on fait un Noël solidaire, un petit marché de Noël solidaire dans un lieu au 14 rue Le Courbe, où peuvent venir ceux qui le souhaitent. Il y aura des choses à vendre et de la convivialité à partager. On a des personnes qui sont suspendues ont besoin de soutien. C'est vrai que ce sont des professionnels qui ne peuvent pas travailler pour le moment et elles ont besoin de ne pas se sentir seules. Donc voilà, le dimanche 12, toute la journée, donc elles seront présentes et présents pour vous accueillir, et vous pouvez amener des choses de Noël ou remporter chez vous des petites choses de Noël aussi. Voilà, ce sera avec plaisir que vous serez accueillis. Ce qu'a pas précisé notre ami, c'est que pour les gens suspendus, le mouvement Gilets jaunes et autres et citoyens a mis au point une cagnotte qui permet d'aider les gens qui sont en grande difficulté, ainsi que des denrées, une espèce de magasin, et les gens qui ont besoin de denrées alimentaires s'organisent avec les infirmières qui sont suspendues pour venir se ravitailler. Voilà. Oui, donc moi je suis enseignant, hein, et donc je suis très aussi sensible à ces questions de la santé. Et puis je réfléchis, enfin je rebondis sur ce que Marc disait sur l'empathie et puis la manière en fait dont on exploite l'empathie des soignants. Parce que quand on est soignant, c'est parce qu'on aime donner aux autres. C'est un peu comme quand on enseigne, d'ailleurs c'est pareil à mon avis. On aime donner aux autres et puis on a l'impression, que ces gens, enfin les gens qui font ce travail, en fait, ils sont là pour boucher les trous de tout ce qui a été détruit pendant au moins 30 ans. Hein. Je pense qu'on peut partir du point de vue qu'on est gouverné par la droite depuis au moins 30 ans, comme ça c'est simple. Je pense, Annie disait, alors quand les soignants sont en difficulté, bah, c'est pas des choses qu'on doit prendre comme ça à la légère, parce que à mon avis, la gravité est bien
pire que celle dont on parle, parce qu'il y a tous ceux qui n'en parlent pas, y compris dans le monde enseignant. Moi, j'entends dans les couloirs sans arrêt des gens qui souffrent et qui n'en parlent pas. Alors comment agir, dit qui n'en parlent pas, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas en parler ou parce qu'ils n'osent pas. Alors agir, il faut agir, comme dit Annie. Les choses auxquelles je pense là maintenant, dans le lycée, un des lycées où j'enseigne, là je suis arrivé la semaine dernière et puis les gens se disaient « ça va ?» Déjà se dire ça va, comment ça va, et puis si ça va pas, on aide la personne, on tend la main, il faut se regrouper, il faut aussi que, comment dire, je pense à une chose qui m'échappe, oui, il y a des choses qui existent, il faut se déconnecter des médias dominants déjà, parce que les médias dominants, bon, droite ou extrême droite, ils visent pas à autre chose que nous démoraliser, mais on n'a pas besoin de ça. Si on va pas bien, on a besoin au contraire d'avancer, quoi. Et les gens qui vont pas bien, il faut leur donner le moral, il faut aussi que la gauche ait le courage d'avancer ensemble. Et puis il y a des désaccords, c'est pas grave, c'est de surface, mais il y a moyen, c'est pas une fatalité. Effectivement, on parle de l'américanisation, de la destruction du social. Pourquoi il n'y aurait qu'une seule voie? Il y a plein de possibilités d'inventer puis de reconstruire le social qu'on a sauvagement détruit depuis des décennies. Et voilà. Et donc se déconnecter des médias dominants, puis se connecter aussi avec ceux qui font des choses, les comités de santé, celui qu'on est en train de créer à Besançon, les comités de vigilance aussi, etc. Mais il y a des gens qui font des choses, puis soyons avec des gens bien, puis continuons, puis il ne faut pas avoir peur, parce que ça ne sert à rien d'avoir peur, il faut avoir du courage, voilà. Bon, Jean-Marie, usager le moins possible de l'hôpital, usager de la santé en général, ex-chef d'entreprise. Donc je pense qu'il faut quand même faire le lien entre les mesures économiques qui ont été prises ces 30 dernières années et les moyens de financer la santé, l'hôpital public, mais aussi les caisses de retraite et le chômage. Ça fait 30 ans que les cotisations patronales baissent régulièrement. Aujourd'hui, les cotisations sociales sur les bas salaires n'existent plus. Tout ça, c'est à chaque fois que ces mesures sont prises, c'est des sous en moins pour la santé, pour nos retraites et pour le chômage. Donc il est totalement inadmissible que les patrons échappent aux cotisations sociales. Ils appellent ça des charges. Ce sont des cotisations sociales qui permettent de financer la santé, en particulier l'hôpital public. La principale cause de manque de ressources de l'hôpital, elle est là. Deuxièmement, à force d'avoir moins de ressources, les conditions de travail dans l'hôpital se sont dégradées. Donc il est urgent de rétablir des conditions de travail normales, notamment en augmentant les salaires d'une manière significative, mais cette augmentation de salaire ne doit pas se limiter à l'hôpital, mais à l'ensemble des salariés. Effectivement, augmenter le salaire, c'est augmenter les rentrées de cotisations sociales. Troisièmement, alors ces cotisations sociales, bien sûr, elles ont été dispensées, enfin supprimées, pour réduire le chômage. On voit le résultat aujourd'hui. Pour réduire le chômage, il faut que le travail existant soit partagé entre tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des revendications, aussi pour sauver l'hôpital, c'est que tout le monde cotise, à savoir que tout le monde ait un travail, donc passer aux 32 heures. On a un beau programme. On n'a pas parlé des EHPAD. Ça fait partie aussi de l'hôpital public. Je peux vous dire que dans les EHPAD, eux, ils ne peuvent pas fermer des lits. Hein. Quand on ferme des lits, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Et aujourd'hui, dans les EHPAD, c'est ça. Pour améliorer les conditions de travail, il faut attendre que des gens meurent. Parce que il n'y a personne... J'ai oublié de vous dire aussi que, par exemple, au CHU, il y a 0 candidature d'infirmiers, d'aide-soignante, il y en a 0. Il n'y a pas une pile, il n'y a pas une feuille, il n'y a rien. Personne ne veut venir travailler à l'hôpital aujourd'hui, alors qu'on souffre de manque de personnel. Voilà, donc j'ai une pensée quand même pour les gens qui travaillent dans les EHPAD, parce que la charge de travail, elle est constante. Qu'il soit 5, ou qu'il soit 4, ou qu'il soit 3, chaque matin, il faut faire le job. Et eux, on n'y pense pas assez. Enfin, on y pense aussi quand même, mais voilà, je voulais juste vous le dire. Et puis, on a une représentante des EHPAD, là, qui bosse dans un EHPAD, voilà. Le souvenir très proche de
l'alerte qu'on avait donnée avant que le Covid n'arrive dans les lits de l'hôpital et dans la population, la santé, le social étaient très mobilisés de toutes parts, que ce soit par les personnes par les personnes qui ont besoin de soins, par les personnes qui étaient dans les soins, qu'ils soient syndiqués ou non. Il y a eu d'énormes mobilisations et les difficultés étaient entendues, étaient dites, étaient criées un peu partout en France. Et juste après, le Covid est arrivé dans les services. Et j'ai la sensation qu'on a été écrasé en fait par cette maladie qui nous a tous impactés. Et aujourd'hui, ben, en fait, on va vivre avec. En tous les cas, à l'hôpital, c'est ce qu'on se dit. Et malgré tout, il faut retrouver le souffle pour, en plus, dire mais il faut malgré tout que soient entendues les conditions de travail qui étaient déjà hyper dégradées et qui aujourd'hui sont carrément catastrophiques. Donc si on est là, c'est pour le faire entendre encore et pour que les gens qui le pensent ne se sentent pas complètement écrasés par cette situation et disent oui mais on peut quand même encore s'exprimer. On peut encore quand même imaginer faire des choses pour que ça change et voilà, c'est notre volonté quoi. Sinon on ne serait pas là, sous la pluie. Bien, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Avec le temps, on ne va pas non plus s'éterniser. On rappelle à tous qu'à 14h, place Pasteur, il y a un appel pour être là contre le chômage et la précarité. Je pense que je vous le dis. Il y a aussi Place des Révolutions, je pense à un rassemblement à 14h des Gilets jaunes et des Antipasses. Il y a donc moyen de se promener dans Besançon, découvrir la ville sous les trompes d'eau, ou pas. En tout cas, on a eu de la chance de passer finalement un petit peu à travers les gouttes. On vous remercie d'être venus. C'était pas simple, même pour nous. Je pense que cette date du 4 décembre devrait marquer le début de quelque chose. En tout cas, c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas une fin en soi, ce 4 décembre. C'est que chacun reparte avec des idées et que se construise un mouvement d'ampleur pour, je le rappelle, mettre sur la table des élections présidentielles, en haut de la pile, le dossier de la santé et de l'hôpital. La situation ne va pas bien, la situation est critique. Est-ce que nous accepterons de ne pas nous faire soigner très prochainement? Est-ce qu'on va accepter, s'il y a une petite vague de Covid qui arrive, eh bien de rester aux portes de l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place? Est-ce que c'est ça que nous voulons accepter ou pas? Nous voici maintenant face à nos défis. On vous souhaite une bonne journée.